Nous sommes le 3 avril 2013 sur Radio Maria France et dans cette émission sur les vertus, nous allons voir les vertus des sciences modernes, sciences humaines et sciences positives. Sur Radio Maria, comme tous les mercredis, nous retrouvons Arnaud Desmouches pour l'émission sur les vertus. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandra. Et vous savez pas quoi? Il fait beau en Belgique et il fait mauvais chez vous, d'après ce que je crois. C'est ça? Ah non, nous avons un ciel très dégagé ici. Ah mince. Moi qui croyais pour une fois. Hein. Et alors, autre mauvaise nouvelle, enfin bonne nouvelle pour moi, je suis en vacances scolaires et vous l'êtes pas, hein, je crois. Voilà, c'est ça. Ah vous voyez, quand même, il faut se réjouir de tout. Mais enfin, il y a 15 jours de vacances et dans 3 semaines, vous pourrez me faire le même coup, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent intervenir en direct. Nous appelons au 09 70 80 99 65. 09 70 80 99 65. Vous faites le choix 1 pour passer en direct et poser vos questions à Arnaud Desmouches. Donc aujourd'hui, nous allons voir les vertus des sciences dures après avoir vu les vertus des sciences humaines. Hein, c'est bien ça? c'est ça. Et comme c'est un sujet qui n'est pas facile, hein, je ne sais pas si nos auditeurs vont être passionnés, on va faire comme on fait d'habitude, on va confier ça à l'Esprit Saint avec la prière du Père Marie-Dominique Philippe. Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très Saint Rosaire, priez pour nous. Oui, c'est vrai, hein, c'est un sujet pas facile, mais il faut le faire, puisque le Père Alexis nous a demandé de faire une année sur les vertus, eh bien, il faut en parler, parce qu'il y a une véritable vertu, donc une structure qui aide à penser et qui touche l'intelligence. Donc là, ce sont les vertus de science. Alors, par contre, si vous voulez, Sandra, on pourrait peut-être rappeler pour nos auditeurs un petit peu où ça se situe tout ça. D'accord, très bien. Alors, voilà. Donc, il y a des vertus qui touchent la vie morale, il y a des vertus qui touchent la vie artistique, et là, nous voyons les vertus qui touchent la vie de l'intelligence. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que toutes les vertus de l'intelligence, y compris la science qu'on va voir aujourd'hui, hein, donc en fait, une habitude de penser avec une méthode, une méthodologie précise qui permet d'atteindre le réel. Ça, c'est ça, les vertus des sciences. Eh bien, ces vertus des sciences, elles deviennent des vices, c'est-à-dire des vices de l'intelligence, des torsions de l'intelligence, si elles ne sont pas fondées sur ce qu'on appelle la vertu d'intelligence, qu'on avait vu, vous vous rappelez, il y a 15 jours. Hein. Et donc la vertu d'intelligence, c'est tout simplement ce goût pour le réel, ce goût naturel pour le réel, qui n'est pas du tout partagé par tout le monde, hein, qui est partagé par des gens très simples, tout simplement qui ont du bon sens, donc quand on leur montre un chat, c'est un chat. Quand on leur dit qu'un enfant, il a besoin pour être élevé d'autorité et de repères, ils le constatent. Ils n'ont pas besoin d'une science pour l'établir. C'est leur expérience de tous les jours. Ils sont intelligents pour le réel. Eh bien, il faut savoir que cette intelligence qui paraît si simple comme vertu, eh bien, elle a été ravagée par toutes les idéologies au XXe siècle. Vraiment, je vous disais, on en avait parlé, hein. Comment est-ce qu'on pouvait croire que des gens, par ailleurs qui semblaient intelligents, aient pu croire en la philosophie de Freud, de Sigmund Freud, pour expliquer le comportement des adultes? À savoir que tout notre comportement serait dû à notre libido qui cherche du plaisir sexuel, à notre rapport à nos parents. Il n'y aurait rien d'autre dans l'homme. Et c'est vraiment passé. Les gens y ont cru. Et alors, je pourrais citer le marxisme pour l'étude du travail, qui a fait 100 millions de morts, vous voyez, et des gens intelligents qui ont même dit que c'était une science. Que ça rendrait les gens heureux partout dans le monde. C'était définitif, c'était rationnel, c'était démontré par une méthode scientifique. Donc c'est ça que je veux dire, hein. Pas de vertu de science sans d'abord l'intelligence. Et l'intelligence, elle a 2 orientations. Premièrement, ces 2 orientations, elles ont été démontrées par un certain philosophe, hein, vous avez sûrement connu, qui s'appelle Socrate. Je n'ai pas dit que vous l'avez connu de votre vivant, hein, Sandra. Non, j'imagine bien. Je méprise, je m'explique, parce que sinon, je l'ai dit que vous l'avez connu certainement dans vos études en terminale en France, le fameux Socrate. Cet homme qui est mort martyr pour la philosophie.
Donc ce grec qui a vécu à peu près, disons, entre 300 et 400 avant Jésus-Christ, et qui disait « Le premier œil de la philosophie, c'est le goût pour la vérité qui est notre maître. La réalité, c'est notre maître. » Voilà. Et ça, oui, allez-y. Juste une petite question concernant Socrate. Il me semble qu'il était un paradoxe pour les gens de son époque. Parce qu'il me semble donc dans cette période gréco-romaine, je crois que c'est de là que vient l'expression dans un corps sain, on imaginait que l'intelligence, enfin, qu'un beau corps allait avec l'intelligence et qu'un corps laid ou affaibli était une preuve de manque d'intelligence. Or, Socrate apparemment n'était pas très gâté physiquement et surprenait par son intelligence. C'est vrai, ça a été toujours comme ça. Ça veut dire que finalement, les gens de cette époque-là, ils faisaient comme nous maintenant. Nous, alors on fonctionne, pour nous les hommes, pareil. On pense qu'une femme jolie, avec des beaux yeux bleus, qui regarde en face, elle est forcément limpide et pure. Vous voyez, l'apparence. Eh bien, les Grecs étaient pareils. Le sport, c'est vrai, cette attitude physique. Et du coup, Socrate, il manifestait que chez les hommes politiques qui savaient bien parler, il pouvait y avoir de la vraie démagogie. Démagogie, ça veut dire, en fait, on a l'impression que leur discours dit la vérité, et c'est qu'une apparence. Donc il avait été non seulement un paradoxe, mais plus que ça, il s'est attiré la haine, véritablement, et ça l'a conduit au martyre. Tout simplement parce que les jeunes, eux, les jeunes, naturellement, ils sont intelligents. Je veux dire par là que le réel, c'est le réel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos études en terminale, Sandra, mais moi, en tout cas, c'était mon cas. Quand le prof de philo, puisque c'était leur travail à l'époque, donc moi je suis vieux, c'était il y a plus de 35 ans que j'étais en terminale, hein. Eh bien, quand le prof de philo nous expliquait des systèmes philosophiques complètement loufoques, et c'était son travail, il ne pouvait pas faire autrement, ben, nous on répondait, mais c'est faux, ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche. On était intelligents, c'est-à-dire que nous on comparait par rapport au réel. Mais lui, le prof de philo, il était dans une autre perspective, il fallait qu'il nous présente des systèmes philosophiques. Il ne cherchait pas la vérité. Et donc, en conséquence, on nous apprenait non pas à être intelligents, mais à savoir étudier des systèmes contradictoires pour être soi-disant tolérants. Moi, je me souviens surtout pour toute la classe, de nos premières notes en philo. La première interrogation, je crois que personne n'avait eu la moyenne, et la prof de philo nous avait dit « Mais vous n'avez pas fait de la philo, vous avez fait de la psychologie ». Oui, ça veut dire qu'en fait, vous avez simplement répondu à la question. Alors là, je voudrais vous raconter une anecdote qui va m'humilier, Sandra, mais c'est comme ça. Moi, j'ai essayé, à un moment donné, de passer l'agrégation de philo en France. Et je me rappelle, il y avait un sujet à l'agrégation, donc c'est des épreuves qui durent toute la journée, un sujet où il fallait répondre à une question, est-ce que la beauté est subjective? Donc moi, j'ai répondu à la question selon la méthode que m'avait appris le père Marie-Dominique Philippe, ça veut dire, on regarde le réel, on part de l'expérience, on répond. Donc, il y a une partie subjective, une petite partie objective, voyez simplement. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire pour l'agrégation. Il fallait dire qu'a dit Kant de ce sujet, qu'a dit, je ne sais pas, Russell, etc. Donc, une espèce d'étalage de culture. Devinez combien j'ai eu. J'ose pas vous le dire, la note que j'ai eue à l'agrégation. 1 sur 20. J'allais dire 5, d'accord. 1 sur 20, non, 1 sur... Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est un fait, ça veut dire qu'en fait, on avait cultivé en France une façon de faire de la philosophie qui est, je dirais, une science, ou plutôt un savoir culturel de divers systèmes. Et puis, je pense qu'il y a eu véritablement une sorte de mépris pour la réponse à la question, comme vous aviez fait en terminale. Vous avez répondu peut-être à la question qu'on posait. En observant la réalité, on vous a traité de faire de la psychologie, simplement vous partiez de l'expérience avec votre bon sens. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ça la grande crise. Donc voilà, pas de science sans intelligence à la base. Là, le père Marie-Dominique, c'était son truc, il le disait, et je dirais que les disciples du père Marie-Dominique Philippe, dans les écoles qu'il a développées, avaient du mal à passer leur diplôme universitaire pour la même raison. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure, vous verrez. On prendra des exemples comme ça. Alors, je voulais simplement redire, rappelez-vous, avant. Donc, l'intelligence, c'est d'abord, premièrement, un goût pour la vérité. C'est la vérité notre maître, la réalité qu'on observe. C'est elle qui s'impose. C'est pas mon idée que j'ai la vérité. Et deuxièmement,
une humilité par rapport à sa propre science, à savoir que la réalité, elle nous dépasse complètement. Regardez, un simple atome d'hydrogène, c'est simple un atome d'hydrogène, n'est-ce pas? On pourrait se dire ça, et donc que forcément on le connaît. Eh bien, un simple atome d'hydrogène, c'est tellement complexe. Ça implique des propriétés infinitésimales qu'on est en train de chercher actuellement avec les fameuses théories des cordes pour expliquer les électrons, les choses comme ça, que ça dépasse complètement notre intelligence humaine. Alors vous imaginez un être humain qui est fait de centaines de milliards d'atomes, qui peut penser, qui a une vie sensible, etc. Et on croit qu'on connaît. Non, non, ça nous dépasse. Donc l'humilité, c'est la deuxième vertu que Socrate disait par rapport à l'intelligence. Et il y a laissé sa vie, ce qui a fondé la philosophie. Voilà. Donc aujourd'hui, là c'était donc pour resituer un petit peu notre discours. Aujourd'hui, nous allons parler donc vraiment des sciences dites dures ou positives. Donc, voilà. Vraiment ce qu'on a l'habitude d'entendre par science, c'est-à-dire avec des mesures mathématiques, etc. C'est bien ça? C'est ça. Mais alors, rappelez-vous, la dernière fois, on n'avait pas eu le temps de parler des sciences humaines quand elles utilisent les mathématiques et les calculs aussi. Donc en fait, on va pouvoir parler des deux. Ça prolongera un petit peu. Parce que, vous vous rappelez, j'avais dit, donc dans la réalité, on peut dire qu'il existe deux sortes de réalités qui se produisent autour de nous, dans les phénomènes. Hein. Par exemple, il y a des phénomènes qui se produisent tout le temps de la même façon. Exemple, j'avais pris l'exemple, vous lâchez votre bouteille d'eau dans la salle où vous êtes, elle va tomber par terre, c'est évident. C'est 100% des cas, et ça c'est le domaine des sciences dures. Donc des sciences qui plaisent à ces savants particuliers qui disent, il n'y a pas de contre-exemple, c'est 100% vrai. C'est une loi universelle, la loi de la gravitation en l'occurrence. Et puis, dans la réalité, il y a des phénomènes qui se produisent à 80%. Du style, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Regardez, si je donne une gifle à un élève, je pense qu'actuellement, à 80%, il ira se plaindre au directeur et à ses parents. Et que 20% n'iront pas se plaindre. Il y a 100 ans, je donne une gifle à un élève, je pense qu'à 80%, ils ne se plaignent pas. Ils l'avalent, ils la digèrent. Vous voyez? Ça, c'est des choses comme ça, qui sont liées à la culture, à l'époque où on se situe, etc. Eh bien ça fonde ce qu'on appelle les sciences molles, autrement dit la psychologie, l'étude des êtres humains avec leur diversité. Voilà. Alors, ça veut dire que, entre guillemets, une vérité dans une science humaine, si elle se base sur un pourcentage de réussite, enfin d'une cause à effet, ça veut dire que, en fait, une vérité évolue. Elle évolue, ça veut dire que... Une vérité. Tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, là, il y a des choses qui n'évoluent pas. Des choses qui n'évoluent pas, comme par exemple le fait que il y a plutôt une orientation des femmes vers tel goût. Ça, c'est quelque chose qui est valable à toutes les époques, mais ce qui évolue, c'est la proportion. Parce que des critères comme la culture peuvent faire évoluer les choses. Je m'explique. Imaginez que vous ayez vécu en Grèce antique, donc à l'époque de Socrate. Vous n'avez pas le droit d'aller à l'école. Vous n'êtes qu'une femme. Il y a un livre qui a été écrit 2 siècles plus tôt où les hommes expliquent, c'est un certain Hésiode, comment il faut choisir sa femme. Donc en fonction de la largeur des hanches pour qu'elle puisse véler. Le terme est employé, hein, je suis désolé. Donc il est évident qu'à cette époque-là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant pour les femmes où il y a une éducation égale aux garçons, un encouragement à aller faire des études universitaires et à s'autonomiser. Donc vous voyez, la culture change et certains diront la nature humaine n'est que passagère. Eh bien non, il y a des choses qui ne changent pas. À l'époque de Socrate, les femmes aimaient être belles. Vraiment. C'était un instinct en elles. Elles savaient fort bien que les hommes les regardaient souvent en premier lieu par cette apparence. Les jeunes filles actuellement, elles aiment être belles. Et elles continuent d'avoir des complexes lorsqu'elles sont adolescentes qui sont en rapport avec leur corps, leur beauté. Même quand elles sont magnifiques. Les garçons, ça fonctionne autrement. Donc vous voyez, il y a des choses communes et des choses qui évoluent. D'accord. Voilà, ça c'est la souplesse de l'être humain. Et je suis persuadé qu'un scientifique de sciences dures, quand il est complètement pris par ces sciences dures, il écoute ça, il dit mais c'est du sentiment, c'est des trucs de bonne femme, ce que vient de dire Arnaud Dumouche là. Vous voyez? Ben non,
pas du tout. C'est une réalité. Alors, regardez maintenant, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que j'ai dit des choses là, sur l'homme et la femme, voyez, vous êtes d'accord ou pas? Mais vous avez remarqué, je n'ai mis aucun calcul, aucune proportion en pourcentage. Je n'ai pas dit 80% des femmes sont comme si, à l'époque des Grecs, et maintenant ça va être 60%. Et donc, chez les scientifiques de sciences molles, qui utilisent des méthodes avec des mathématiques, tout ce que j'ai dit là peut avoir tendance aussi à être méprisé. Pourtant, je suis convaincu d'avoir dit une vérité puisque je l'ai observé dans le réel. Quand même, hein, j'ai 48 ans, j'ai des élèves, j'ai des jeunes filles, je vois des femmes, etc. Et à force, on observe et on voit bien que c'est quelque chose d'important, la beauté physique. Les publicitaires, ils me donneraient raison par contre. Ils diraient, ben oui, on vend un produit, il faut mettre une belle femme avec, ça marche, les ventes augmentent. Eh bien regardez, la science moderne en psychologie, elle veut tout démontrer par l'outil mathématique, par des calculs. Ça veut dire qu'il lui faut des pourcentages. Et là, c'est important, parce que pour nos auditeurs, surtout pour les jeunes, qui veulent faire après de la psychologie, ils s'attendent à avoir un petit peu ce qu'on fait actuellement à la radio. Et ils vont être surpris en première année, en université, d'avoir des maths particulières qu'on appelle les statistiques et les probabilités, avec des trucs dans tous les sens. Et il y en aura 50% qui, dégoûtés, arrêteront, parce que c'est pas leur truc, ils n'étaient pas bons en maths en terminale, ils étaient littéraires, ils s'attendaient à connaître l'être humain, et on leur fait faire des maths, des statistiques et des probabilités. Mais voilà pourquoi. La raison, c'est que, pour paraître scientifiques, ceux qui étudient l'être humain, ils veulent que tout soit fait sous forme de pourcentage, de statistiques. Ils font ce qu'on appelle des protocoles d'études. Et ça, on va prendre quelques exemples pour que vous voyez. Donc, ils ne s'appuient pas seulement sur le bon sens et l'expérience, l'observation, mais vraiment, ils se donnent une espèce d'approche de type scientifique, comme les sciences dures. Alors, ça a un avantage, ça permet de découvrir des choses. C'est tout le domaine des pourcentages. Vous savez, les sondages qu'on fait à la télévision. Seulement, moi, je voudrais montrer maintenant aussi que finalement, ça apporte pas tellement grand-chose. En tout cas, pas tout le temps. Bon, est-ce que vous voulez qu'on prenne des exemples, Sandra? Oui, on peut prendre des exemples, mais c'est vrai que là, ce que vous dites sur le sondage, c'est intéressant parce que bon, j'ai également fait des petites études de commerce où on a appris justement les techniques d'études de marché. Et pour avoir un échantillon représentatif, c'est assez difficile. Soit on prend des personnes au hasard, ou alors on va naturellement s'orienter vers un type de personne, donc ça va fausser les résultats. Donc c'est vraiment très, très difficile de prendre vraiment un échantillon représentatif de la population. Oui, et c'est ce que vous dites est tellement vrai qu'en fait, lorsqu'on étudie les sondages tels qu'ils sortent, on s'aperçoit qu'on peut leur faire dire facilement tout ce qu'on veut. Non seulement à cause de l'échantillon dont vous parlez, mais aussi, et ça c'est encore plus grave, à cause des questions qu'on pose. Regardez, je vais vous donner un simple... Oui, exactement. Je vais vous donner un exemple, regardez. Donc, je vous pose à vous la question, Sandra. Question d'un sondage, pensez-vous qu'il est bon de battre ses enfants? Voilà. C'est évident. Maintenant, pensez-vous qu'il faut parfois donner une fessée à son enfant? Oui, parfois, mais pour autant, je ne suis pas contre la maltraitance des enfants. Voilà. Vous voyez? Pas pour la maltraitance des enfants, donc voilà, effectivement, on peut me faire dire tout et son contraire. Exactement. Vous voyez, les psychologues, certains psychologues, souvent des femmes d'ailleurs, qui pensent que la fessée est toujours mauvaise, qu'elle traumatise les enfants, qu'elle les rend violents, etc. Dans tous les cas, eh bien, ils vont identifier toutes les fessées à la maltraitance et au fait avec le mot « je bats mon enfant ». Alors que la plupart d'entre nous, on sait très bien que quand il y a 3 sortes de fessées en fait, quand par exemple on cogne ses enfants, on l'écrabouille, etc., il n'a rien fait, ça s'appelle une maltraitance et là les services sociaux doivent nous l'enlever en urgence. Mais quelquefois, on ne bat pas son enfant et on le dit simplement « t'es moche, je voulais avorter, j'ai pas pu ». C'est une violence. Et là, effectivement, les services sociaux, ils agissent moins. Deuxièmement, il y a la fessée, vous savez, la gifle qui part un peu trop vite parce qu'on est énervé. C'est pas très bon, ça part pas avec une autorité. C'est parce que vraiment, l'enfant nous dépasse les bornes et il abuse. Et puis troisièmement, il y a la fessée qui vient, qu'elle est réfléchie, elle est pensée, elle est juste
en quantité selon la faute commise. Elle n'est pas systématique. Il y a des fois où on discute. Elle vient en cas ultime. Eh bien, elle est très éducative. Et les enfants qui en ont reçu comme ça, ils savent très bien que ça forme véritablement leur cœur. Et quand ils abusaient, ça arrêtait bien des histoires et des explications. Donc, voyez, un sondage scientifique là-dedans, on fait comment ? Hein? Imaginez que je vous lance un défi, Sandra, de faire une étude de type scientifique avec des chiffres, des pourcentages sur l'usage de la fessée. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Franchement. Là, j'ai des anciens élèves à moi qui m'ont envoyé, parce qu'ils savent que je réponds tout le temps, je leur rends service, hein, des espèces d'études comme ça qu'ils font dans leurs études supérieures. Et alors, je me gratte la tête. Hein. Donc, par exemple, un élève qui m'envoie récemment une étude sur la maltraitance, ou les élèves en situation de précarité à l'école. Comment vous les traitez ? Et alors, je ne sais pas comment elle va se sortir avec son questionnaire. Alors, j'essaye de préciser les choses, je mets des phrases, des explications, un peu comme je viens de dire, mais au niveau pourcentage, c'est impossible. L'être humain est tellement... Comment ? Les réponses, en fait, les commentaires qu'on peut donner, c'est impossible à traiter, en fait. Mais oui, l'être humain est trop fin. Ça veut dire qu'elle ne peut pas s'en sortir. Alors elle essaye, on voit bien, elle pose les questions, un peu celles que je viens de vous indiquer, elle les pose. Donc par exemple, du style, elle va poser la question, pensez-vous qu'il est bon de battre son enfant ? Et en dessous, la question, pensez-vous qu'il faut parfois donner une fessée à son enfant pour comparer, etc. Mais je ne sais pas comment elle va s'en sortir. Donc en fait, quelquefois, cette méthode, elle est illusoire et parfois, par contre, elle est très efficace. Je vais vous donner un exemple, alors, avec une statistique. Regardez. Imaginez que vous vouliez, Sandra, vendre, on va dire, du ketchup. D'accord ? Oui. C'est vraiment, j'ai pris au hasard, hein, je viens de l'inventer. Bon. Eh bien, vous avez intérêt à mettre une jolie femme en maillot de bain et qui a une pose, voyez, à la fois gracieuse, etc. Vous avez intérêt. Alors peut-être que le ketchup, je ne sais pas, je vois pas le truc. Mais si, parce que je l'avais vu sur du papier toilette. Donc ça doit marcher, mon truc. Bon, les vendeurs se sont aperçus que pour n'importe quel produit, en mettant une jolie femme qui entoure le produit ou qui le présente, les ventes augmentent. Alors, à votre avis, d'abord, comment est-ce qu'on peut faire une sorte de protocole de type scientifique pour vérifier que ça marche ? Là, je pense que c'est assez facile pour le coup. Peut-être que vous avez une idée ? Donc, vous êtes commercial, comment faire pour voir que ça marche de mettre une jolie femme pour vendre du ketchup ? Alors déjà, je dirais, bon, vous avez pris l'exemple du ketchup, je dirais, tout dépend quelle est la cible en fait des fabricants de ketchup. La cible, c'est donc les ménagères. Hein. Les ménagères, en l'occurrence, parce que c'est plutôt elles qui font les courses, on va dire. Là, ils ont fait des sondages aussi. Ils ont vu que ces messieurs le font moins. On va dire la cible, c'est-à-dire les utilisateurs au final, qui sont-ils ? Parce que si ce sont des hommes, ça pourra marcher, la jolie femme sur l'affiche pour vendre le ketchup. Si ce sont des enfants, ils n'en ont rien à faire. Ils préféreront un dessin d'un personnage rigolo. Absolument. Sauf que là, c'est acheté non pas par les enfants, mais par les parents. Par les mamans, en général. Du coup, on se dit, là, le protocole va mal marcher. C'est-à-dire qu'il vaut mieux mettre pour vendre du ketchup quelque chose d'autre qui va attirer les mamans par rapport à leurs enfants. D'accord ? Généralement, les mamans vont faire les courses avec les enfants. Je ne sais pas si... Alors, on va partir de l'observation du réel. Je ne sais pas si vous avez observé déjà des familles avec des enfants qui font les courses. Les enfants ont tendance à dire « je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Oui, tout à fait. Même si ce ne sont pas eux qui payent à la caisse, ils ont quand même un rôle, comment on appelle ça, un rôle prescripteur. Exactement. Et là, vous avez remarqué, toute l'étude que vous faites, c'est pas appuyé sur des chiffres. C'est appuyé sur votre bon sens, l'observation des familles. Et là, je suis sûr que vous avez raison. J'en suis pas sûr à 100%. Et donc, pour rendre ça sûr à 100%, eh bien, les vendeurs vont faire des statistiques. Ils vont donc mettre un ketchup, le même, hein, avec, mettons, un enfant, des trucs marrants, des personnages de Disney, ou une forme de bouteille qui est amusante. Et un ketchup présenté par une jolie pin-up. Et ils vont regarder. En l'occurrence, peut-être que pour ça, quand on regarde dans les supermarchés, on ne voit pas de jolies femmes qui vendent du ketchup dans les images. On voit plutôt ce que vous avez dit. Ça veut dire que leurs études ont dû prouver ce que vous avez dit. Que vous aviez raison avec votre bon sens. Et que mon exemple pris au hasard était une erreur. Par contre, s'il s'agit de vendre une voiture de sport, là, je suis sûr d'avoir raison. Il suffit juste d'aller au salon de moto de Paris pour s'en rendre compte. Voilà.
Et alors, le pire, c'est que non seulement les hommes, ça on comprend pourquoi ils vont acheter, mais les femmes qui sont riches, elles aussi, elles vont acheter davantage. Et par contre, tout le problème, c'est d'établir le pourcentage où les femmes achètent davantage. Donc c'est la première étape de la science en question, science humaine, on fait des statistiques. Une fois qu'on a établi le pourcentage, on va établir une loi. La loi, par exemple, elle dit que dès qu'on met un produit présenté par une jolie femme en vêtements légers, ça vend plus. Mais ce n'est pas suffisant. Si on veut aller jusqu'au bout d'une science, on doit chercher la cause. Vous voyez, la loi, elle est facile, elle s'énonce comme ça. Hein. Je pourrais vous en donner des tas de lois comme ça, de style. En général, les enfants, quand les parents ont divorcé, ont plus de mal à l'école avec un pourcentage. Pourcentage par rapport à des enfants dont les parents n'ont pas divorcé, des études ont pu être faites. Alors, à votre avis, Sandra, comment expliquer qu'une voiture présentée par une jolie femme un peu déshabillée se vend mieux aussi aux femmes? Parce que peut-être que cette jolie hôtesse qui présente la voiture, elle représente peut-être l'idéal physique que la femme peut atteindre. Oui, j'en suis convaincu. Oui, je pense aussi, hein, j'aurais dit ça comme vous. Et vous avez vu, on n'y a pas réfléchi avant, on le trouve. Ça s'appelle la vertu d'intelligence, ça. Vous voyez, elle est naturelle à tout le monde. On observe. Alors, vous avez de l'expérience, j'en ai aussi. Vous êtes une femme, moi j'observe plutôt du côté des hommes, mais ça fait rien, ça complète. Et donc, on voit bien qu'il n'y avait pas besoin de tout ça. Les statistiques, elles peuvent aider. Dans certains cas, elles peuvent complètement détruire le bon sens aussi. Quand on n'a pas l'intelligence qui doit être à la base pour juger ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, ce que je voudrais dire aussi, là, pour nos auditeurs, pour ceux qui ont des adolescents ou des jeunes filles, en général c'est souvent comme ça, qui veulent se tourner vers des études de psychologie parce qu'elles s'intéressent à l'homme. Eh bien leur dire que on n'est pas obligé de passer par le circuit, justement, où il y a ces statistiques et ces probabilités. Il faut en faire un peu, ça, il faut connaître la méthode, je suis d'accord. Il faut la connaître avec un bon sens. Mais il y a des écoles qui encore font de la psychologie avec des méthodes d'observation du type aristotélicien, tout en intégrant, quand il le faut, cette méthode scientifique moderne. Mais je veux dire par là qu'il ne faut pas croire que parce que les universités obligent tous les étudiants à passer par cette méthode scientifique et parfois pseudo-scientifique, que tout le monde doit y passer. Donc je pense par exemple à l'école Saint-Jean, qui avait été fondée par le père Marie-Dominique Philippe, je pense au CEFI à Paris, à l'IPC, vous voyez, des choses comme ça, qui sont de type thomiste, hein. Évidemment, saint Thomas d'Aquin, c'était lui, et Aristote, mais ces écoles existent, et elles ont de plus en plus d'étudiants. Parce qu'en fait, les gens, ils commencent à réagir, quoi. Le bon sens revient. On peut pas... Oui, allez-y. Je voudrais vous poser une question justement sur ces statistiques dans les sciences humaines. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Je m'explique. Vous venez de prendre l'exemple des enfants de parents divorcés qui réussiraient moins bien dans les études ou à l'école, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas le danger que finalement de mettre une étiquette sur l'enfant en disant mais de toute façon tes parents sont divorcés, donc si tu as des problèmes à l'école c'est normal, et qu'après il se cache inconsciemment derrière cette étiquette en disant mais de toute façon mes parents sont divorcés, je suis traumatisé, c'est normal. Absolument. Ça veut dire aussi qu'il y a un mauvais usage de certaines sciences. Et donc encore une fois que l'intelligence elle est première. Qu'on fasse une étude de statistiques en prenant, mettons, 1000 familles à peu près du même milieu dont les parents sont unis, et 1000 familles à peu près du même milieu dont les parents ont divorcé. Qu'on compare les taux de dépression, mettons, qu'on compare les taux de réussite en classe, etc. On obtiendra un chiffre qui est intéressant. On ne peut pas nier que c'est intéressant. Il y a des pourcentages comme ça. Bon. Deuxièmement, il y a l'usage. Donc, le bon sens, il dit, évidemment, le divorce, c'est pas quelque chose qui est une réussite. Tout le monde le sait avec son bon sens. C'est quelque chose qui déchire les enfants. Et Freud a beau dire qu'on veut tuer symboliquement le père et se marier avec sa mère quand on est un petit garçon, la vérité consciente, c'est qu'on préférait que ses parents s'aiment et qu'ils se battent pas toute la journée. Après, il y a l'usage qu'on en fait, qui est de l'ordre de la philosophie morale. Ça veut dire que là encore, c'est une science humaine. Mais une science humaine qui est d'un tout autre genre, qui là, jamais ne peut s'appuyer sur des études comme ça avec des statistiques. On a l'intelligence et la vertu morale dont on avait parlé au début de l'année avec la prudence.
ou on ne l'a pas. Donc un enfant qui est divorcé, quelquefois, il peut très bien profiter du divorce pour avoir des cadeaux de la part des deux parents, mais il joue sur leur tension. Et quelquefois faire jouer ça à l'école pour être paresseux. Ça existe. Et au contraire, certains enfants sont mal dans leur peau. Ça existe. Ils ont vraiment souffert, ils ratent une année à cause de ça. Là, c'est du cas par cas, c'est de l'observation, c'est de l'intelligence de terrain. Et si on va plus loin, on peut prendre aussi des cas plus graves. On parlait de la maltraitance des enfants. Moi, j'avais entendu une statistique justement à ce sujet il y a quelques années, comme quoi 30% des parents qui maltraitent leurs enfants sont eux-mêmes des enfants maltraités. Et Oui. comme quoi la plupart des enfants maltraités seront eux-mêmes des parents maltraitants. Je l'avais entendu aussi. On enferme les gens finalement dans des statistiques avec des étiquettes et finalement on se retrouve avec des délinquants ou des personnes qui commettent des choses très graves et qui vont se réfugier derrière cette étiquette en disant mais finalement c'est pas ma faute, c'est moi j'ai été traumatisée, je suis la première victime. Oui, et ça montre qu'on peut aussi faire ce qu'on veut des chiffres, en fonction d'un combat idéologique. Parce que ce que vous avez dit là, mettons 30%, hein, je ne sais pas si c'est 30%, mais des enfants qui battent ont été battus. Oui, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que 30% des parents qui battent ont été des enfants rois. Ça veut dire que si j'insiste sur le deuxième 30%, des enfants gâtés, super gâtés, et qui après traumatisent leurs enfants ou je sais pas quoi, eh bien je montrerai quelque chose. Et si j'insiste sur l'autre chose que vous avez montré, je dirais que quoi qu'il arrive, donner une fessée, ça déstructure les enfants. Et en plus, la question posée, c'est quoi être battu? Est-ce que c'est recevoir une petite fessée de temps en temps? Moi je dis non, c'est pas être battu ça. Ça c'est éduquer ses enfants. Alors voilà, c'est exactement. Je crois qu'on a bien montré les limites de ces sciences, hein, Sandra. Et alors, si vous voulez, j'avais 2 exemples que j'avais préparés. C'est toujours dans les sciences humaines, mais après, on passera aux sciences dures. Hein. Comme ça, nos auditeurs n'auront pas été trop étouffés par les sciences dures. J'avais pris l'exemple, vous vous rappelez peut-être, de cette expérience qui avait été faite il y a quelques années pour montrer qu'on avait tous en nous la capacité de devenir des nazis. Alors, je vous explique la situation expérimentale. C'est donc vraiment un protocole scientifique qui est fait. On a 2 groupes de personnes. Parmi le premier groupe, ils doivent mimer la souffrance atroce. Et parmi l'autre groupe de personnes, ils sont devant un espèce d'écran avec des boutons. Ils doivent poser à la personne qui est dans la cage de l'autre côté des questions. Et si elle répond mal, on lui envoie une petite décharge électrique. Et plus elle répond mal, plus l'intensité augmente. Donc la personne qui est dans la cage est torturée, la personne qui est à l'extérieur n'est pas torturée. Et ils avaient fait des tests en disant, avec des chiffres assez importants, hein, il ne faut pas utiliser que 5 personnes, il faut faire ça des milliers de fois, que quand on met une blouse blanche pour motiver ceux qui appuient sur les boutons et pour envoyer l'électricité, on a un nombre de résultats de ceux qui vont jusqu'à la torture ultime, ça veut dire où la personne en face ne bouge plus, elle est tombée dans le coma carrément, après avoir hurlé pendant des minutes et des minutes de souffrance. On va jusqu'à des résultats beaucoup plus forts, c'est-à-dire que certains vont jusqu'au bout. On voit certains qui s'arrêtent dès le début en disant « moi je voulais… » Vous voyez, ils sont payés 50 € pour faire ça, et la personne dit « moi tant pis, moi 50 € mais je torture personne ». Il y a des personnes dès le départ qui sont comme ça. Mais si vous mettez une blouse blanche et que vous argumentez en disant « mais monsieur, vous êtes engagé dans l'expérience, vous devez aller jusqu'au bout, c'est pour la science », eh bien un pourcentage beaucoup plus grand va jusqu'au bout. Donc c'est pas mal comme expérience. Ça montre que, au nom de la science nazie peut-être, eh bien on peut arriver à faire à des gens comme tout le monde des tortures atroces qui mettent la personne en face dans le coma. Maintenant, est-ce que ça peut faire une loi, je dirais, avec des pourcentages, style 20% font ça, etc. Je crois pas. Ça dépend aussi de la culture. Ça dépend du passé. Je pense que, par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, peut-être beaucoup plus seraient allés jusqu'au bout de l'expérience qu'après. Parce qu'il y avait eu entre-temps la prise de conscience des choses. Mais voyez, ça c'est le genre de truc scientifique. Alors, un dernier exemple, à moins que vous ayez quelque chose à dire sur ça, peut-être, une remarque? Non, la remarque que j'ai envie de dire, c'est que là, ce sont des résultats en laboratoire, mais dans une situation de vie réelle. Je pense par exemple à une situation
va peut-être avoir tendance à essayer de sauver sa peau au détriment d'une autre personne. Je pense que humainement, on peut avoir ce genre de réaction. Donc là, les résultats qui ont été trouvés en laboratoire ne vont pas forcément se vérifier dans une situation donnée. Tout à fait. Simplement, ce qu'ils montreront, et ce qu'on savait à l'avance, c'est que dans certaines situations, on a tous la capacité de devenir des tortureurs, s'il le faut. Je dirais que, à part quelques personnes, on l'a vu pendant la guerre d'Algérie, bon, c'était comme ça. Et je dirais même, il y a certaines situations où moi-même, consciemment, en y ayant réfléchi, je pense que je le ferais. Je ne sais pas, imaginons un type, on a l'urgence de le faire parler, il a mis une bombe quelque part dans une école en France, on ne sait pas laquelle. La bombe doit exploser dans les 15 jours, on ne peut pas arrêter la France complètement, on ne sait pas du tout où elle a été mise. Elle peut exploser n'importe quand, ben peut-être qu'on ferait tout pour le faire parler. Vraiment. Voyez ? Alors, des moralistes diront, mais non, la fin justifie pas les moyens. Bien, voyez, ça c'est l'être humain. Et encore une fois, la psychologie scientifique, je ne sais pas si elle se mêle pas un peu de choses qui la dépassent. Alors par contre, regardez, une autre expérience qui la concerne vraiment, c'est ce qu'on appelle les expériences en double aveugle. Donc ça, on avait pris un exemple la semaine dernière, à propos, je ne sais plus de quoi, mais on peut en prendre un par rapport à l'homéopathie. L'homéopathie, vous voyez, je ne crois pas qu'on en avait parlé de ça, hein. Peut-être pas, mais on peut en parler, même si on en avait déjà parlé, on peut en reparler, effectivement. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple, oui. D'efficacité ou de non-efficacité en fonction si on y croit ou pas. Alors voilà, l'homéopathie, c'est donc, on prend une goutte de produit actif issu d'une plante qu'on met dans un litre d'eau. On mélange, on prend une goutte de ce litre d'eau, on remet dans un autre litre d'eau propre, on mélange, etc. Quand on fait 15 fois l'opération, on obtient un médicament 15 CH. Plus c'est dilué, disent les homéopathes, plus c'est puissant. À 30 CH, c'est très puissant. Seulement, à 30 CH, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de molécule active. Donc, vous voyez, pour un scientifique de sciences dures, a priori, il va dire c'est du pipeau. Maintenant, ça marche. Les gens le constatent. Ils prennent des médicaments chimiques, ça ne marche pas. Ils prennent de l'homéopathie, ça les guérit. Conclusion, à un moment donné, la médecine s'en empare et essaye de faire des tests en double aveugle. Donc c'est facile, on prend 1000 personnes, on divise en deux groupes de 500. Les premiers auront un médicament avec le produit et l'autre, un médicament qui ressemble, mais il n'y a que du sucre dedans, il n'y a rien. Et personne ne sait quel est le groupe qui a le bon médicament. On regarde les effets, et regardez, si on obtient dans les deux groupes 43% de guérison, est-ce que ça veut dire que l'homéopathie marche? Non, ça veut dire qu'il y a un effet psychologique en tout cas. Voilà. Et donc, je ne donnerai pas les résultats, hein, que chacun aille voir sur Internet les résultats de ce genre d'expérience. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, à un moment donné, le ministère français avait décidé de ne plus rembourser l'homéopathie et que des médecins ont dit « mais c'est un manque d'intelligence, il faut continuer de rembourser, puisque ça marche ». Ça évite de faire des millions pour fabriquer des médicaments chimiques qui ne fonctionnent pas, et là ça guérit les gens. Et donc le ministère est revenu en arrière. Vous voyez, il est revenu en arrière, quel que soit le résultat de l'expérimentation, qui à la rigueur ne nous intéresse pas ici. L'essentiel, c'est que ça marche concrètement sur les gens. Il est intelligent, le ministère, et peut-être que c'est un effet placebo, mais c'est un effet placebo qui marche. Vous voyez, la psychologie intervient, alors que la science dure aurait peut-être simplement méprisé cette médecine, parce qu'elle oublie qu'on a affaire à des êtres humains. On n'a pas affaire à des robots. Voilà. Donc. Oui, tout à fait. Il y a quand même une grosse part du psychisme à prendre en compte. Absolument. Et ça fait partie vraiment de la science. C'est vraiment important. Donc je crois que pour ça, pour les sciences humaines, j'aurais bien d'autres exemples, mais en même temps, il faut peut-être qu'on parle un petit peu des sciences dures quand même. Hein. Sinon, nos auditeurs diraient qu'on ne tient pas ce programme. Hein. Très bien, allons-y pour les sciences dures. Voilà. Alors les sciences dures, c'est facile. C'est la méthode, pareil, mathématique, l'outil mathématique, mais qui va s'attaquer aux phénomènes qui se produisent à 100% de la même façon, mais attention, uniquement dans le domaine de la matière. Je vais m'expliquer. Regardez. Un phénomène qui se produit à 100%, en voilà un. Si je coupe la tête d'un homme, il meurt. Voilà. Eh bien ça ne fait pas partie des sciences dures, je dirais. Oh, ça pourrait,
Mais il n'y a pas besoin d'outils mathématiques, hein, c'est une évidence, il meurt. Bon. Les sciences dures, elles s'occupent des choses qui ont rapport avec la matière exclusivement. Donc peut-être que mon exemple n'était pas très bon parce qu'il touchait à la matière. Donc j'aurais pu dire, par exemple, un exemple spirituel, je ne sais pas, la trahison détruit l'amitié. Voilà, ça c'est un exemple qui marche à 100%. La trahison du secret, la vraie trahison méchante, détruit l'amitié. C'est à 100% valable, je ne connais pas de contre-exemple. Ou alors la personne qui a été trahie est folle, et donc ça ne fait pas partie de la science. Donc, puisqu'on étudie de la matière, des phénomènes qui se produisent toujours, eh bien les scientifiques, ils ne vont pas se contenter de l'intelligence qui observe. Donc la vertu d'intelligence ne leur suffit pas, elle peut se tromper. Les 5 sens peuvent mal évaluer une chose. Tenez, un exemple significatif. Aristote, il démontre dans sa science que les femelles animaux, chez les mammifères, ne fournissent pas forcément de la semence pour faire les petits. Mais que la semence masculine, la semence du mâle, par exemple chez un taureau, est absolument obligatoire. Et donc, que le petit enfant, le veau en l'occurrence ici, il est entièrement fabriqué par le père et que la vache, elle n'est qu'un ventre. Pour le dire, il s'appuie sur quoi? Ben sur l'observation des taureaux, qui sont plus actifs dans l'acte sexuel, par exemple. Et des choses comme ça. À votre avis, est-ce qu'avec son observation, et à l'époque il n'a pas d'outils scientifiques, Aristote, il n'a donc pas de microscope, est-ce qu'il aurait pu deviner qu'il se trompait? Comment vous feriez, vous, Sandra, pour dire il se trompe? La mère n'est pas qu'un ventre. Ça veut dire que pour vérifier s'il se trompait ou pas, il aurait fallu qu'il ait un biologiste avec lui qui dissèque une vache pour voir comment c'était fait à l'intérieur. Eh bien, il aurait pu éviter ça. Par contre, la méthode scientifique, elle va procéder, à l'heure actuelle, exactement comme vous dites. Elle va disséquer la vache, elle va aussi utiliser des microscopes, donc des outils. Elle va trouver l'ovaire, elle va trouver l'ovule, elle va éventuellement en éprouvette faire des expériences de fécondation. Mais en l'occurrence, pour le cas que je vous ai indiqué, Sandra, Aristote aurait pu très simplement savoir qu'il se trompait. C'est pas compliqué. Il prend une vache blanche, il prend un taureau noir, et il regarde ce que ça donne. Et il s'aperçoit que le veau, il est noir et blanc. On peut faire pareil avec un être humain, hein. Un Africain avec un Grec, il aurait pu faire ça, et il aurait vu que l'enfant, eh bien, il est mélangé. Donc voyez, Aristote, à son époque, n'a que l'expérience. Il peut dire des grandes choses, mais il peut aussi se tromper complètement. Je vais vous donner un autre exemple. Là, vous allez me dire si vous pensez qu'il aurait pu s'en sortir. Donc Aristote, il observe le ciel, il n'a que ses yeux pour ça. Il a aussi son intelligence. Donc c'est une science qui n'a pas les outils modernes, et donc il élabore avec Ptolémée, un savant égyptien, le système suivant, à savoir que la Terre tourne, que, comment dirais-je, pardon, que la Terre est fixe, qu'autour d'elle tourne une sorte de sphère sur lesquelles sont piquées des petites lampes qui s'appellent les étoiles. Leur axe, c'est l'étoile polaire, et que d'autre part, il y a des étoiles qui sont libres, qui, elles, ne sont pas fixées sur cette sphère qu'on appelle les planètes. Voilà. À votre avis, est-ce que Aristote aurait pu, avec ses 5 sens, trouver que c'était faux et que c'était l'inverse, que le Soleil était au centre, que la Terre tournait autour, etc. Je pense que mes connaissances scientifiques ne sont pas suffisantes pour répondre à cette question. Non, parce que là, il n'y a besoin que de votre bon sens. Regardez, vous vous mettez là, à la place d'Aristote, vous n'avez pas autre chose que vos 5 sens. Vous pourriez imaginer qu'en fait, c'est pas la Terre qui... Enfin, disons que la Terre tourne autour du Soleil. Et que c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Je pense que vous auriez été mal, n'est-ce pas, hein? Oui, parce que maintenant, enfin, à notre époque, donc on sait que si on regarde l'horizon, mais vraiment les extrémités, enfin, si on peut parler d'extrémités de l'horizon, on voit que c'est pas parfaitement linéaire, mais que ça défait un petit peu. Mais quand on regarde la mer, hein, par exemple, oui. On se rend compte qu'en fait, la ligne d'horizon sur la mer n'est pas parfaitement plane. Ah oui, alors ça par contre... Ça, c'est à gauche. Oui, Sandra, que la Terre est ronde, ça, il l'avait démontré, tout à fait. Le problème, c'est le modèle du ciel. Vous voyez, la Terre est ronde, il y a même un savant grec qui avait calculé, sans se tromper trop, le rayon de la Terre. Ça avait marché. Comme vous dites, avec ce que vous venez d'indiquer, le fait que la Terre, on voit bien qu'elle n'est pas entièrement plate à l'horizon, qu'elle est ronde, etc.
Par contre, je crois que jamais il n'aurait pu trouver que le Soleil, comment dirais-je, est fixe et que c'est la Terre qui tourne autour. Vous voyez, regardez nous-mêmes comment on fait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans un train. Vous êtes assis dans un train, vous lisez, et puis, tout d'un coup, le train d'à côté part tout doucement. Et en fait, ce n'est pas le train d'à côté qui part tout doucement, c'est vous qui partez tout doucement, votre train. Mais vous n'arrivez pas à savoir lequel est parti, tellement ça se fait en douceur, sauf quand vous vous repérez par rapport au quai. Ça vous est arrivé, je pense, hein? Oui, c'est à cause de notre oreille interne, je crois, hein, qu'on a ce décalage entre les sensations et ce qui se passe vraiment. Oui, et là c'est pire, c'est parce que ça a démarré tellement doucement qu'il n'y a pas eu d'effet du tout dans l'oreille interne, donc on a l'impression qu'on est immobile. Ça veut dire que, en fait, il nous faut un repère fixe. Eh bien, les Grecs ne l'avaient pas, et donc ils n'ont jamais trouvé. Et c'est là l'avantage immense des sciences modernes. C'est que les sciences modernes ne se sont pas servies seulement des 5 sens, mais elles ont ajouté des outils, à commencer par le télescope en l'occurrence pour ça. Donc c'est le fameux, comment il s'appelait, Copernic, puis après il y a eu Galilée. Donc ils ont observé, puis ensuite ils ont fait des calculs mathématiques, ils se sont dit, c'est vrai que c'est compliqué, si c'est, comment dirais-je, si ce sont si c'est la Terre le centre, le chemin que prennent les planètes à côté de la Terre, c'est bizarre, parfois elles repartent en arrière, parfois elles repartent en avant. Alors que si on prend comme centre le Soleil, ça devient simple. Ce sont des ellipses, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est facile à calculer, c'est beaucoup plus logique. Donc les maths leur ont servi, l'observation au télescope, et ils ont trouvé la vérité. Tout le problème, c'est qu'à l'époque où Galilée a écrit son livre, c'était encore qu'une hypothèse, hein. Ils n'avaient pas de preuves. C'était encore que de l'outil mathématique, et lui, il est allé un petit peu rapidement. Mais sinon, cette science, elle a vraiment apporté des choses. Alors, regardez, je pourrais vous montrer quelques exemples si vous voulez, hein. Prenons par exemple, vous savez, le ciel tel qu'il apparaît, étoilé. Grâce au télescope, on s'est aperçu qu'il y avait des galaxies qui étaient à des milliards d'années-lumière de nous. Donc on a décrit tout ça. On s'est rendu compte que ce n'était pas fixé sur un plan fixe. Ça, c'est encore grâce aux outils modernes. On a même pu calculer la distance de la Terre à la Lune. Maintenant, on peut la calculer au centimètre près, simplement en ayant déposé sur la Lune un petit miroir. On envoie un rayon, le temps qu'il revienne, on calcule, et on a exactement la distance Terre-Lune chaque instant, au centimètre près. C'est pas mal. On arrive à des choses extraordinaires, hein? Oui, tout à fait. Donc on voit bien que cette science, elle est vraiment utile. Alors, on a décrit l'univers de mieux en mieux, mais la science ne s'est pas arrêtée là. Regardez par exemple, Sandra, si je vous montre maintenant au télescope une galaxie, chose que, il y a 3 siècles, jamais vous n'auriez imaginé. Une galaxie, ça veut dire un amas d'étoiles, vous voyez, avec une forme un peu comme un tourbillon. Au centre, il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il y a un centre. Et cet amas d'étoiles, il est composé de centaines de milliards d'étoiles, chaque galaxie. Regardez, si je vous montre ça simplement, et qu'avec votre bon sens, vous vous dites, qu'est-ce qui explique cette forme un petit peu autour du centre en ellipse, un peu comme une coquille d'escargot, si vous voulez, pour la plupart des galaxies. Vous diriez quoi? Quelle est la loi, la force qui permet d'expliquer que cette situation, ça devrait être dans tous les sens? Pourquoi il y a un ordre comme ça, à votre avis? Il y a peut-être même dans les galaxies un centre de gravité, je suppose. Eh bien absolument. Vous voyez, vous avez absolument raison. Une seule force explique tout ça. La gravitation. La gravité, ça veut dire l'attraction que ces corps ont entre eux. Et regardez comme ça, si vous observez, le fait que c'est comme centré vers un point, c'est-à-dire que la galaxie c'est un disque, et au centre, on dirait que ça tourne autour très lentement. On ne voit pas le mouvement, tellement il est lent pour nous. Mais ça tourne au centre. Vous diriez quoi? Comment expliquer ce centre d'une galaxie? Si c'est la gravitation, à votre avis, est-ce qu'il y aurait quelque chose au centre? Si par exemple vous prenez un évier, vous videz et l'eau tombe dans le trou. Vous voyez? C'est juste que je pensais, mais en espérant ne pas dire une bêtise. Non mais allez-y. Un trou noir, peut-être, au centre de la galaxie. Je pense aussi. Eh bien, vous voyez, les scientifiques sont arrivés à la même hypothèse que vous. Je dis bien hypothèse, Sandra, hein, parce que, je dirais, ils ne sont pas sûrs
étant donné qu'un trou noir, alors je vais expliquer pour nos auditeurs en quoi ça consiste. Ce serait donc la masse de, mettons, 10 000, 100 000 soleils, des anciens soleils qui sont morts, qui se seraient écroulés sur eux-mêmes. Cette masse, elle est faite d'une matière, c'est la même matière qui compose notre corps. Et on sait que cette matière, elle est plutôt vide que pleine. Vous voyez, il y a des électrons, il y a des protons au centre, mais entre les deux, il y a des espaces immenses qui sont vides. Or, dans les trous noirs, c'est tellement une quantité de matière, elle est tellement lourde qu'elle s'écrase sur elle-même, avec une puissance énorme, les vides disparaissent quasiment, ce qui fait qu'un trou noir comme ça, qui ferait donc, mettons, 100 000 soleils, aurait la taille, par exemple, de Jupiter. Jupiter, vous voyez, c'est rien du tout, c'est tout petit par rapport à 100 000 soleils. Seulement, une petite cuillerée de cette masse, elle pèserait comme le soleil. J'exagère, disons comme la Terre. Voilà. Et alors, ça a une force de gravitation tellement forte, imaginent ces scientifiques, que du coup, une galaxie c'est quoi? C'est un nuage de poussière qui brille, parce que chaque poussière c'est un soleil qui est encore en train de s'allumer, et qui tourne autour d'un trou. En fait, un trou, c'est pas tellement un trou, c'est plutôt une masse noire, une sphère noire, mais qui ressemble à un trou, un peu comme dans un évier, et dans lequel tout va tomber au bout du compte. Mais voyez, ça, regardez comment on a procédé. Première étape, on observe au télescope. Deuxième étape, on cherche, comment dirais-je, à décrire cette chose-là. Et on voit que ça a une forme particulière. On observe d'autres galaxies, on constate que presque toutes ont cette forme particulière. Il y a plusieurs sortes de formes, mais à peu près, ça revient à ça. On établit donc une loi. Il y a des amas de poussière céleste, donc des galaxies, qui sont ici ou là. Il n'y a pas universellement à chaque endroit des étoiles. Ça, c'est une loi. Et ensuite, dernière étape, on cherche la cause. Vous l'avez dite, la cause, la gravitation. Vous voyez, vous l'avez tout de suite trouvée. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement des souvenirs de terminale, c'est aussi parce que votre bon sens vous dit que s'il y a un effet, il faut une cause. Et enfin, vous avez dit, puisqu'il y a un centre, c'est qu'il doit y avoir une cause puissante au centre. Pourquoi pas un trou noir, puisque vous en aviez entendu parler. Voyez comment, en quelques minutes, par une démarche scientifique, vous aboutissez à quelque chose qui, à mon avis, je ne vois pas comment ça pourrait pas être la vérité. Seulement, oui, allez-y Sandra, attendez, je termine la phrase. Seulement, pour être sûr que ce soit la vérité, il faudra retourner à l'observation du réel. Ça veut dire qu'il faudra envoyer une sonde au centre d'une galaxie pour voir. Il faudra trouver un système. Ou alors, si on ne peut pas, parce que c'est des distances gigantesques, il faudra trouver un moyen de prouver qu'il y a un trou noir massif au centre des galaxies. Voilà, je vous laisse parler. Alors justement, tant qu'on est dans l'astrophysique, nos auditeurs doivent se souvenir du professeur Robert qui faisait des émissions scientifiques. Et là, j'ai deux de ses conférences sous les yeux. Et justement, tant qu'on est en train de parler d'astrophysique, donc les scientifiques partent de l'hypothèse d'un Big Bang pour la création de l'univers. Oui, absolument. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Voilà, qui n'est encore qu'une hypothèse. Vous savez pourquoi c'est qu'une hypothèse? Parce qu'il y a peut-être d'autres modèles alternatifs. Mais pour le moment, comme elle explique à peu près tout, eh bien, on la garde, c'est la meilleure. Ça, c'est l'humilité du scientifique. Il dit bien, c'est une hypothèse, vous avez raison. Je vous laisse continuer. Voilà, donc, et vous parliez donc d'instruments pour vérifier donc l'hypothèse d'un trou noir, par exemple, ou d'un centre de gravité au centre des galaxies. Et donc, concernant le Big Bang, il y a un instrument qui a été utilisé, donc des satellites, en particulier le satellite COBE. Donc, je lis l'extrait de la conférence du professeur Robert. Donc, il fallait des preuves, elles furent apportées par des satellites, tels que le satellite COBE, qui, enregistrant des micro-variations de la température et de la luminosité de l'espace cosmique, confirma l'explosion initiale. D'autres satellites poursuivent actuellement l'étude de cette explosion thermique de l'univers, continuant de fidéliser cette conception initiale que spontanément on a appelée le Big Bang. Les images thermiques et lumineuses recueillies par le satellite COBE étaient si démonstratives que dans son enthousiasme scientifique, l'astrophysicien George Smoot s'écria « c'est le visage de Dieu ». Il aurait pu dire plutôt que le visage, c'est le moment de la création confirmée par la signature de Dieu. Voilà, donc c'était les mots du professeur Robert. Et justement, la prochaine fois, on abordera le thème de la sagesse. C'est-à-dire, vous verrez une science particulière qui remonte aux causes, mais ultimes.
à savoir, est-ce que cet univers, avec sa structure géniale, est-ce qu'il vient du néant qu'aurait créé, ou est-ce qu'il vient d'un créateur intelligent qui l'aurait créé? Eh bien, ça, c'est une autre étape. La science en elle-même, la science moderne, elle s'arrête, pour ce qui la concerne, à l'observation de la matière en elle-même. Mais comme l'homme est un homme, il se pose des questions bien plus loin. D'où ça vient? Qu'est-ce qu'a fait apparaître cet univers? Et là, il entre dans les questions de la sagesse. Donc c'est le professeur qui le dit bien. Alors, si vous voulez, Sandra, on peut prendre d'autres exemples. Il nous reste quelques minutes. Hein. Regardez, par exemple... 4 minutes, oui. 4 minutes, donc ça va. Juste pour montrer l'importance des sciences. Pourquoi est-ce qu'on fait faire à nos enfants tellement de mathématiques? À une certaine époque, on triait les enfants sur le grec et latin, dans les années, par exemple, 50. Maintenant, on trie l'intelligence des enfants sur les maths. Eh bien, c'est à cause des sciences. C'est parce qu'on s'est rendu compte que cette étude de la matière, qui est pourtant quelque chose qui n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'étude de l'homme. L'homme est tellement plus riche que simplement la matière physique et abstraite. Et concrète, la matière non vivante. Eh bien, parce que c'est efficace, ça permet d'élaborer des outils, des marchandises, des techniques comme les téléphones portables, etc. On a centré toutes les études sur les maths, si bien qu'actuellement, je crois qu'un enfant ne peut pas échapper aux mathématiques dans son cursus scolaire. En Belgique, j'ai vu, les écoles où il y a le moins de maths, au niveau des collèges et des lycées généraux, c'est 2 heures par semaine au minimum, même pour les enfants allergiques, tellement ça a prouvé son efficacité. J'ai passé un bac littéraire et j'avais tout de même 2 heures de maths par semaine. Ah voilà, voyez, on vous obligeait. Et c'était pas votre truc. Ça veut dire que l'avantage quand même, c'est que ça vous a ouvert des perspectives. Donc cette espèce d'esprit de type scientifique. Mais vous avez un esprit différent, qui va être centré par exemple justement sur l'étude des choses qui sont beaucoup plus souples, comme l'être humain. Et donc, lorsqu'on tombe sur une intelligence allergique aux maths, quelquefois, on ne fait pas assez attention à la diversité des enfants. En tout cas, grâce à ces maths, la matière, le XXe siècle, il la connaît. Il l'a connue vraiment beaucoup plus. Et là, je voudrais manifester un dernier exemple. Regardez la méthode scientifique d'Albert Einstein quand il a découvert sa théorie de la relativité. Donc c'est simple. D'abord, toujours pareil, un outil mathématique qui permet de mesurer la vitesse de la lumière. Donc ça se passe vers 1900 ou un petit peu avant, 1880. Et on se rend compte, rendez-vous compte Sandra, que la lumière, quelle que soit votre vitesse, imaginez par exemple vous allez dans une fusée qui va à 200 000 km/h, puis éventuellement 300 000. Eh bien la vitesse de la lumière devant vous, la vitesse de la lumière derrière vous, c'est toujours la même, 300 000 km par seconde. Vous ne pourrez jamais rattraper votre propre lumière, alors que vous pouvez rattraper votre son. Il suffit d'aller dans un avion de chasse. Et là, on rattrape. Le son, c'est globalement 300 mètres par seconde. À un moment donné, l'avion, il rattrape son propre son, et du coup, il accumule du son. Ça fait un bang supersonique. La lumière, ça ne marche pas. Donc la lumière est une constante. C'est extraordinaire. Et mettez-vous à sa place, Sandra. Comment arriver à expliquer ce phénomène? Donc, vous êtes sur Terre, un lieu qu'on va dire fixe. La lumière, dans toutes les directions, va à la même vitesse. Moi, je pars dans une fusée, j'accélère à 200 000 km par seconde, mettons. D'accord? Vous m'observez au télescope, la lumière que j'émets, elle va toujours à la même vitesse, 300 000 km par seconde, et moi, dans ma fusée aussi. Donc ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc il est là, Einstein, il se gratte la tête, et il se dit, bah, tiens, c'est quoi la vitesse finalement? C'est des mètres par seconde. Et si jamais les mètres, donc la distance, étaient variables en fonction de ma vitesse? Et si jamais le temps lui-même était variable en fonction de ma vitesse? On dit que c'est fixe le temps, vous voyez, une seconde, c'est une seconde. Et si, quand je vais plus vite, le temps n'était pas le même? Alors il essaye, vous voyez, il s'amuse, c'est des maths, hein. Et du coup, avec ces équations, il invente des tas de conséquences, dont en particulier comme conséquence que la lumière va changer de direction à l'approche d'une grosse planète. Parce que son chemin va être déformé par la masse de la planète. Donc il élabore sa conclusion et il dit à des savants, donc je vous passe les calculs, hein, il dit à des savants en 1905, voilà ma théorie, vérifions, il va y avoir une éclipse du soleil là, vérifions, mais normalement, la planète Vénus qui est à tel endroit précis, nous paraîtra être à tel autre endroit précis d'après mes calculs.
Donc décalée, sa lumière aura été décalée par le soleil qui est à côté. Enfin, là, vous voyez, le soleil, sa lumière rase, la lumière de cette planète Vénus qui passe à côté de nous, rase le soleil, elle est donc décalée. On vérifie, ça marchait. Ça marchait. Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, Einstein devient célèbre. Parce qu'en fait, son intuition au départ abstraite, donc vous voyez, de type complètement illusoire, planante, c'est pas possible, c'est pas intuitif, elle a été vérifiée dans la réalité. Il avait découvert une propriété de la matière, à savoir que le temps, l'espace, changent en fonction de la vitesse où on va. C'est quelque chose de fantastique. Regardez, je vous donne une application concrète, c'est tous les jours avec les GPS. Dans le ciel, il y a des satellites qui se déplacent à 30 000 km/h. Donc ils n'ont pas la même vitesse que nous. Du coup, si on ne modifie pas l'horloge de ces satellites GPS tout le temps, eh bien au bout d'un certain temps, il nous indiquerait, je sais pas, 300 mètres de décalage avec l'endroit où on est, puis 3 km, etc. Leur temps est différent du nôtre. Donc concrètement, et là je terminerai par là, je crois qu'il me reste, oh même pas, il me reste pas de temps, Sandra, on a dépassé l'heure. Donc je termine par là, regardez concrètement, si je vous envoie dans une fusée, Sandra, vous faites le tour de l'univers, vous revenez, vous accélérez sans cesse, vous dépassez 300 000 km par seconde, avec la lumière qui est toujours la même, devant vous et derrière vous, même vitesse. En fait, votre temps ne sera pas le même que le mien. Quand vous reviendrez de votre voyage sur Terre, eh bien je serai mort depuis peut-être 100 000 ans. Et vous, vous aurez voyagé 2 ans. Ah, c'est toute l'histoire du roman et des films qui en découlent de la planète des singes. Voilà, on peut voyager dans le futur, de cette manière-là, mais jamais dans le passé. Notre temps ne serait pas le même. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas vérifier parce qu'on n'a pas de moteur assez puissant, mais c'est véritablement une donnée de la science. Voyez? Donc on est loin de connaître ce que c'est que la matière, c'est un vrai mystère, cette histoire. Voilà la science dure. Donc ça vaut le coup d'en faire, mais évidemment, chacun son truc. Voilà Sandra. Merci beaucoup Arnaud, et donc à mercredi prochain pour continuer à étudier ces vertus. La vertu de sagesse. Voilà. Merci Sandra de m'avoir laissé quelques minutes de plus et au revoir à nos auditeurs.